voudrais parler de ma propre expérience de la vie confinée et du nouveau rapport à l'autre qu'elle a impliqué. Confiné jusqu'à un certain point, puisque je me promenais tous les matins pendant au moins 1 heure dans un grand parc désert, ou presque, en promenant mon chien, occasion de sortir. Et j'ai remarqué que les gens que je croisais, que je ne connaissais pas, se comportaient de deux manières tout à fait opposées. Il y avait ceux qui me saluaient joyeusement, et ceux que j'appelais les phobiques masqués, parce qu'en général ils portaient un masque, alors que moi je n'en portais pas, qui faisaient un gros détour pour ne pas me croiser de près. Donc c'est très étrange, mais j'ai eu l'impression que on passait de la rencontre habituelle, qui est une rencontre simplement indifférente, où on n'est pas censé saluer des gens qu'on ne connaît pas ou s'écarter d'eux, à des rencontres fortement polarisées. C'est donc une expérience qui révèle à la fois une communauté nouvelle et une nouvelle forme d'hostilité. Nous retrouvons là un motif bien connu sur lequel Derrida attire notre attention, l'ambivalence du hostis. Le hostis qui est le prochain, l'hôte, celui que je reçois, celui qui me reçoit, bref, celui que je pourrais accueillir, et qui est aussi hostis, hostile, ennemi, qui est aussi appréhendé comme une menace. Alors ce qui est de nouveau, me semble-t-il, dans cette expérience de la vie confinée, c'est qu'elle nous impose une épreuve de la réversibilité. Ce que je découvre, c'est ceci, ce n'est pas seulement l'autre qui me menace, mais je suis aussi une menace pour l'autre. Un autre qui se détourne avec inquiétude, voire avec horreur de moi. Je suis une menace pour l'autre, mais je suis également une menace pour moi-même. En quel sens? Au sens tout simplement où il y a danger à se toucher soi-même, à toucher sa bouche, son nez, ses yeux, tous ces orifices par lesquels le virus pourrait pénétrer dans l'organisme et le contaminer. On a beaucoup insisté sur ces gestes barrières, mais personne n'a dit, me semble-t-il, que ce qui est désormais désigné comme une menace, c'est ce que Merleau-Ponty appelait le chiasme tactile, ce geste primordial de se toucher soi-même qui rend possible l'incorporation de la chair et qui nous permet, à nous tous, d'avoir un corps propre, distinct des corps étrangers. Mais je suis une menace pour moi-même aussi pour une autre raison. Ça engage ce qu'on pourrait appeler la dimension auto-immune de cette maladie, le Covid-19, puisque tel est son nom. Il ne s'agit pas d'une maladie auto-immune au sens strict, et néanmoins on sait maintenant de plus en plus que la plupart des cas mortels sont provoqués non pas par le virus lui-même, du moins pas directement, mais par l'orage immunitaire qu'il provoque dans l'organisme. Et c'est cette surréaction du système immunitaire face au virus qui, en général, conduit à la mort. Donc nous retrouvons ici tous les paradoxes de l'auto-immunité, ce qui renvoie encore à Derrida, puisqu'il a profondément analysé ce motif. Cette situation très étrange où ce qui est censé me protéger devient aussi ce qui me tue. Donc, me semble-t-il, cette épidémie nous oblige à éprouver ces différentes formes de réversibilité qui se situent à plusieurs niveaux. Il s'agit d'une expérience à la fois éthique et politique et, si on veut, aussi ontologique. Donc, le point central serait le suivant. L'autre n'apparaît plus uniquement comme un danger, une menace, mais l'autre devient aussi celui que je peux tuer, ma victime, au moins potentielle. Il y aurait là un développement lévinassien qu'il faudrait tenter si nous en avions le temps. Et ainsi le danger ne vient pas de l'autre, mais de moi-même. Ce qui est nouveau, ce qui est inhabituel, puisque spontanément, originairement, nous tendons à identifier l'autre, le danger, l'inconnu, et c'est là l'expérience la plus banale, une expérience qui est peut-être d'ailleurs la matrice de ce que Arendt appelait la banalité du mal. Sans doute parce qu'elle est enracinée profondément dans notre psychisme. Là, je pense à ce que Freud avait de manière très intéressante développé, notamment dans sa métapsychologie, au titre du moi-plaisir purifié, c'est le terme qu'il emploie. Ce que veut dire Freud, c'est que le moi tend à projeter originairement, au dehors de lui-même, ce qui en lui provoquerait l'angoisse. Ainsi écrit-il, le mauvais, l'étranger au moi,
ceux qui se trouvent au dehors sont d'abord identiques. Il y a là quelque chose comme un fantasme primaire qui provoque ce que j'appellerais volontiers une angoisse d'intrusion. La crainte d'être pénétré par un mauvais objet externe qui viendrait s'introduire dans le corps pour le détruire, le ravager de l'intérieur. Une telle angoisse est sans aucun doute ravivée dans le contexte d'une épidémie. Le virus fonctionne en effet comme une métaphore de l'étranger dangereux. Et donc l'épidémie tend à provoquer cette projection défensive dont parle Freud, ou cette défense projective, qui amène à rechercher un bouc émissaire étranger. Comme nous le savons, la grande peste noire du XIVe siècle, qui a exterminé le tiers ou la moitié de la population de l'Europe, s'est accompagnée de pogroms très violents, notamment ici à Strasbourg, parce qu'on désignait les Juifs comme des porteurs de peste, comme des étrangers dangereux qui ont empoisonné les puits pour provoquer l'épidémie. Ça se retrouve, me semble-t-il, dans toutes les grandes épidémies. Et bon, toute proportion gardée, mutatis mutandis, on retrouve un peu la même chose lorsque l'inénarrable Donald Trump désigne le Covid-19 comme le virus chinois. Et son premier geste a été de fermer les frontières. Les fermer aux Chinois, mais aussi aux Européens, à l'exception toutefois des Britanniques. Alors cela me fait penser à un livre important d'une philosophe américaine, Wendy Brown, qui s'intitule Walls, murs. Elle analyse la prolifération actuelle des murs de séparation, celui que Trump tente d'ériger entre les USA et le Mexique, mais aussi celui que les Israéliens, par exemple, ont érigé entre eux-mêmes et les Palestiniens. Alors Wendy Brown y voit la conséquence de la globalisation et du déclin de la souveraineté étatique qu'elle entraîne. On assiste donc à une défense où la souveraineté menacée par son dehors tente désespérément de se rapproprier son territoire en se séparant de ceux qui la menacent. Mais il s'agit d'une défense désespérée et vouée à l'échec. Nous le savons, aucune grande muraille n'a empêché les barbares de déferler sur l'Empire. Et le mur de Berlin n'a fait que différer de quelques années ou de quelques décennies la chute inévitable du communisme. Alors ce qui sous-tend cette défense, c'est un fantasme que j'appellerais volontiers le fantasme du CSO, du corps sans organes, pour reprendre un motif que j'emprunte ici à Deleuze, mais Deleuze l'avait emprunté à Antonin Artaud. Un fantasme qui conduit à obturer tous ces orifices, et donc à interrompre tout contact, puisque tout contact est contagieux, c'est des mots d'homme Racine, et ainsi à se replier totalement sur soi. Alors même si, la position de Deleuze sur le point peut changer, dans l'Anti-Oedipe, Guattari et lui désignaient le corps sans organes comme le modèle même de la mort. Le corps sans organes est improductif, stérile, inengendré. Il détruit l'organisme qu'il est censé protéger. Donc c'est aussi une forme d'auto-immunité, si l'on veut. Et, il faut le dire et le redire, il est voué à l'échec. La fermeture des frontières par Donald Trump n'a pas empêché les États-Unis d'Amérique de devenir le principal foyer de l'infection pandémique aujourd'hui. Il y a donc quelque chose comme une ironie virale, une ruse du Covid, au sens où Hegel parlait de la ruse de la raison dans l'histoire. Je veux dire par là que ce virus déjoue la clôture des frontières. Il apparaît là où on n'attendait pas, et aussi bien, il n'apparaît pas là où on l'aurait attendu, par exemple en Afrique, ce qui est une très bonne chose pour les Africains. Il déjoue la clôture des frontières, et avant tout cette frontière primordiale, cette archi-frontière qu'est notre peau. Ce que nous découvrons, avec toute épidémie et déjà avec toute maladie, c'est que l'enveloppe protectrice est poreuse. Le corps étranger, le virus, la bactérie, prend à revers nos défenses. Et dans ce cas précis, le virus les retourne contre elles-mêmes. C'est la dimension auto-immune de cette maladie. Donc nous voilà confrontés à un double bind, à une double contrainte paradoxale, contradictoire. D'un côté, la clôture absolue, le corps sans organes, c'est la mort. Mais de l'autre côté, l'ouverture totale, c'est aussi la mort, par contagion, par intrusion, par submersion par l'élément toxique et pathogène extérieur. Donc que faut-il faire ? Wendy Brown nous suggère dans un texte récent, il s'agirait de développer ce qu'elle appelle des frontières intelligentes.
ces fameux gestes barrières, cette distanciation, comme on dit, que nous devons ériger entre nous-mêmes et les autres. Donc des frontières qui seraient des micro-frontières, au sens, peut-être, où Foucault parle de micro-pouvoir, mais des micro-frontières intelligentes, dans la mesure où elles ne seraient pas fondées sur un simple fantasme, mais bon, sur une série de gestes ayant pour but de protéger réellement l'organisme sans le fermer absolument à l'autre. En conclusion, je dirais simplement ceci. Ce que m'a appris, au fond, cette expérience de la vie confinée, c'est cette épreuve de la réversibilité. Elle nous apprend, elle devrait nous apprendre à tous, à disjoindre cette identification originaire, spontanée de l'étranger de la menace. Il s'agit désormais d'assumer que le pire danger ne vient pas de l'autre, mais de moi-même, que je suis pour l'autre, et aussi pour moi-même, l'un des visages possibles de ma mort.